Et aujourd'hui, nous discuterons des droits de la personne. Donc, la question des droits de la personne a toujours eu une importance cruciale pour la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Ce n'est donc pas surprenant que notre communauté compte dans ses rangs autant de boursiers et boursières, de fellows, de mentors, dont le travail a contribué et continue de contribuer de façon remarquable à faire progresser les droits de la personne et la justice sociale au Canada et dans le monde. Human rights and dignity is one of the 4 key themes of the foundation, and it has guided who we are and what we do in the last 18 years. Pour la Fondation, la protection des droits humains est beaucoup plus qu'un enjeu juridique. C'est une question de justice sociale et de dignité humaine qui traverse de nombreuses problématiques auxquelles nous sommes confrontés comme société. Understanding human rights is a precious tool in demanding social justice and defending human dignity. Mais plus encore, l'engagement envers le respect des droits de la personne constitue en quelque sorte le socle du leadership engagé que nous cherchons à développer chez nos boursiers et nos boursières, puisque c'est d'abord par le souci envers les droits et le bien-être d'autrui que les leaders engagés pourront entamer des changements positifs au sein de leur communauté. Human rights is the window that allows us to see the world and change it for the better. And we are very proud at the Foundation to support the outstanding work of so many change makers. Alors, merci Robert, merci à tous les invités de poursuivre cette discussion et d'ouvrir toutes ces fenêtres pour nous. Vous allez enrichir, j'en suis certaine, notre compréhension des enjeux sociaux qui touchent les droits de la personne. Alors, à toi, Robert. Merci beaucoup, Pascal. Bienvenue à tout le monde à nos discussions sur notre émergence de la crise de COVID. C'est un relancement du monde qui sera encore une fois ouvert, bien si très changé. Aujourd'hui, on discute, comme l'a dit Pascal, le monde des droits et libertés. Et c'est un domaine saisi de turbulences actuellement. Il y a que mois, on imaginait un monde pandémique. On accepterait des contrôles sociaux profonds, une perte de droits troublant pour lutter contre COVID. Mais le dernier mois, par contre, a rendu un ton un peu, on dirait même entièrement différent. Meurtre de George Floyd, manifestations à travers les États-Unis, à travers le Canada et même à travers le monde contre le racisme, non seulement dans la police, mais dans plus ou moins tous nos systèmes. Et on se demande maintenant si on est, malgré COVID, au début d'un entièrement nouveau régime de droit. Alors, durant les prochains 20-25 minutes, on en discutera avec Christian Nadeau. Bonjour, Christian. Bonjour. Christian est un fellow dans la Fondation Trudeau. Il enseigne la philosophie morale et politique contemporaine et l'éthique de l'environnement au département de philosophie de l'Université de Montréal. Il est également militant et président de la Ligue des droits et libertés depuis 2015. Et Margarida Garcia. Bonjour, Margarida. Bonjour. Margarida était boursière de la Fondation Trudeau en 2004. Elle est actuellement vice-doyenne à la recherche et aux communications et professeure à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, section de droit civil. Elle est également professeure au département de criminologie de la faculté des sciences sociales. Elle s'intéresse particulièrement aux obstacles à l'innovation dans la réforme de droit. Et pour nous offrir un commentaire à la suite de ces discussions, Carlo Charles, boursier de 2019. Bonjour, Carlo. Bonjour. Bonjour. Carlo fait ses recherches doctorales sur l'intégration politique et socioculturelle des résidents permanents, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Il a utilisé ses recherches pour contribuer au débat public sur les droits humains des résidents étrangers temporaires dans le temps de COVID. Alors, de Montréal, d'Ottawa et moi à Toronto, allons-y. D'abord avec Margarida Garcia. Dans notre petite correspondance avant cette discussion, vous avez rappelé les mots de la militante américaine Angela Davis qui a dit en anglais, et je vais faire la traduction en français, we have to act as if it were possible to radically transform the world and you have to do it all the time. Alors ma traduction, et je m'excuse si c'est pas bon, il faut agir comme s'il était possible de transformer le monde radicalement, il faut toujours agir d'une telle manière. Vous avez ensuite noté l'importance de transformer radicalement notre système de prison en particulier. Pourquoi commencer là? Qu'est-ce qu'il représente plus généralement, ce système de prison dans le contexte de COVID? Alors, d'abord, préciser que je vous parle de Lisbonne et donc remercier Robert, Pascal, Tim, Tom, toute l'équipe de la Fondation Trudeau d'avoir proposé cette série et cette rencontre
et de m'avoir invité à cet écran. Je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, cette phrase d'Angela Davis, je pense qu'elle agit un petit peu comme un fouet nécessaire et important à rappeler. À moi, elle me reconnecte avec deux idées importantes. Tout d'abord, l'idée que le monde dans lequel nous vivons, il est construit par nous à tous les jours. Donc, il est le produit de nos décisions, de nos choix de consommation, de la qualité de notre relation aux autres, des idéaux que nous valorisons. Donc, notre monde social, il est le produit, il n'est pas le produit d'une loi de la nature. Il est transformable. C'est ça qui nous dit Angela Davis. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, et ça, c'est la nouvelle peut-être un peu plus difficile, cette phrase m'aide à me dire, bon, même si nous faisons face à des problèmes d'une grande lourdeur, des problèmes qui semblent insurmontables, le racisme systémique envers les personnes noires ou autochtones, la pauvreté, la discrimination envers toutes sortes de populations marginalisées. Alors, nous ne pouvons pas désister de faire de notre mieux pour transformer ces situations. Donc, chacun de nous doit agir comme si notre action fait une différence, comme si, en bout de ligne, elle va nous permettre de transformer le monde radicalement. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut s'engager à faire mieux et il faut vouloir faire mieux. Ça me semble essentiel. Maintenant, par où commencer? Grande question. Je pense qu'ici, il faut faire le deuil de l'idée d'un commencement vertueux, parfait, exempt d'erreurs et de faux pas. Nous n'avons même pas encore le langage adéquat pour parler de racisme ou de colonialisme sans générer de nouvelles blessures. Nous n'avons pas encore l'attitude adéquate. Nous n'avons pas encore, pour la plupart d'entre nous, les émotions authentiques pour même comprendre l'expérience de discrimination systémique qui vivent tant de nos concitoyens. Donc, il faut absolument traverser cet inconfort, assumer qu'on va trébucher dans le langage, avoir le courage d'avoir des conversations difficiles qui révéleront, malgré nous et malgré toutes nos meilleures intentions, à la fois nos préjugés implicites et nos privilèges explicites. Donc, ça pour Angela Davis. Je pense que cette phrase, il y a tout ça qui se joue là-dedans. Si on passe maintenant à la question de la prison, est-ce que la COVID peut nous amener à transformer radicalement la prison? Je dirais que, qu'est-ce qui me semble intéressant là-dedans? Okay? Je vais mentionner ce que je trouve de très porteur dans ce moment, même si je ne pense pas qu'en soi, il va faire des miracles. Okay? Alors, cette situation nous a donné à tous une expérience que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, la privation de liberté. Pour la plupart d'entre nous, une privation de liberté très partielle et pour beaucoup d'entre nous, une privation de liberté très confortable chez nous, dans le confort de nos foyers. Et pourtant, nous avons vu toute la détresse sociale de cette expérience, une souffrance collective très généralisée du fait de ne pas pouvoir prendre ses proches dans les bras, d'être privé d'aller travailler à nos bureaux, de ne pas pouvoir aller manger une crème glacée quand l'envie nous prend, etc. Donc, cette privation de liberté a été un choc existentiel pour une grande partie de la population. Alors, revenons à la prison. Comment se fait-il que nous soyons si confortables avec des peines de prison qui peuvent durer des décennies? Comment se fait-il que nous tolérions encore des régimes d'exécution de la peine de prison qui impliquent l'isolement total d'une personne, parfois 23 heures sur 24 heures, sans voir la lumière du soleil à chaque jour, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années? Alors, pourquoi les droits de la personne n'ont pas encore réussi à percer ces peines qui sont radicalement indifférentes à la souffrance et à l'inclusion sociale des personnes accusées? Donc, c'est vraiment cette idée de comment se fait-il que nous sommes venus, à partir du moment où la prison est devenue la peine de référence et que la souffrance compte en unité de temps, où on n'est plus en train de couper des bras sur la place publique comme on faisait pendant l'Ancien Régime. C'est comme si nous sommes devenus radicalement indifférents à la privation de liberté comme un problème qui génère beaucoup de souffrance.
Donc, la COVID nous permet de reconnecter avec et de vivre soi-même. C'est quoi la privation de liberté? En ça, il y a quelque chose d'intéressant ici. Et de faire finalement un défi vers l'indifférence. Alors, ça nous porte à une autre question. Christian Nadeau, en tant que président de la Ligue des droits et libertés, vous avez écrit récemment que les personnes âgées font aujourd'hui l'objet d'un ciblage particulier, qui sont à risque de perdre leur autonomie, et même que plusieurs autres populations vulnérables font face à un traitement semblable au nom du santé publique. Quels sont les risques que vous voyez et est-ce que vous avez craint de les voir durer à long terme après la pandémie? Oui, alors, au moment où j'ai écrit ce texte, nous étions au plus fort de la crise dans les CHSLD, les centres de soins de santé pour les personnes âgées à risque au Québec, une situation qui ne s'est guère améliorée depuis. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, alors je pourrais difficilement parler pour les autres provinces, mais au Québec, le gouvernement a eu une attitude extrêmement paternaliste qui conseillait au jour le jour un certain nombre de mesures, toujours dans l'improvisation la plus totale, et qui, au final, donnait l'impression que tout cela relevait du bon jugement et donc de l'arbitraire, donc des décisions arbitraires de quelques personnes en situation d'autorité. Donc, qu'il s'agisse des autorités gouvernementales ou des gestionnaires donc de ces centres de soins de santé. Ce qui a donné lieu à, en fait, un énorme problème pour les personnes âgées qui ont été vraiment traitées comme si elles n'étaient pas des personnes adultes, ce qui est quand même paradoxal. Donc, on a pris un grand nombre de décisions sans les consulter, et il en va de même pour de nombreux secteurs des communautés. En fait, le problème de la santé publique, ce qu'il montre, et la pandémie en est, disons, l'illustration par excellence, ce qu'il montre en fait, c'est que nous avons une attitude de soins qui consiste à cibler un certain secteur d'activité, c'est-à-dire la santé physique, en gros, des personnes, sans se préoccuper de l'ensemble des droits, dont les droits à la santé ne sont qu'un des éléments. Alors, les droits ne peuvent pas être pensés indépendamment les uns des autres. On ne peut pas, par exemple, isoler un secteur des droits humains, par exemple celui à la santé, par rapport à d'autres droits, comme le droit à la dignité, le droit à la reconnaissance de sa voix dans le débat public, et ainsi de suite. Alors, le problème, pour répondre à votre question de façon un peu plus précise, est-ce que nous pourrions croire que ces mesures risquent de se prolonger? Encore une fois, sans vouloir insister trop lourdement sur la question du Québec, il y a un projet de loi qui a fait peur à beaucoup d'organisations, le projet de loi 61, et qui donnait des pouvoirs démesurés au gouvernement. Ce projet a été repoussé, dans l'étude a été repoussé à l'automne. Mais il y a une attitude générale, je dirais, qui n'est pas simplement propre au Québec. Il y a une attitude générale, on le voit en Europe, on le voit en France, on le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit dans des pays de façon beaucoup plus exacerbée. Le cas des États-Unis est assez flagrant, mais on le voit aussi au Brésil, on le voit ailleurs, où au lieu de faire appel à l'intelligence collective, je fais le pari qu'il y en a une encore malgré tout. Ça peut paraître trop optimiste, mais je fais le pari qu'il existe quelque chose comme une intelligence collective. Au lieu de faire appel à cette intelligence collective et à faire en sorte qu'il y ait un vrai débat public de façon à ce que les gens puissent intérioriser les problématiques et tenter de réfléchir ensemble aux meilleures stratégies à adopter, au lieu de cela, on est dans une attitude extraordinairement paternaliste qui consiste à parler aux gens comme si ils ne savaient pas ce qui était bon pour eux. Au final, cela produit justement non seulement des relations mais aussi des autorités privées, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de moyens financiers. Et cela aussi, pardon, ma connexion est instable, j'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. Et cela pose aussi des problèmes par rapport à une population qui, ne se sentant plus investie d'un mandat et d'une responsabilité, se déresponsabilise. Et là, pour répondre à Magda-Rida, moi je crains un peu le problème d'une situation où on fait appel finalement à la volonté des individus. Ce qui nous intéresse, c'est devant un problème collectif, alors il nous faut penser le problème au niveau collectif, et pas simplement collectif sur le plan social, mais d'abord et avant tout sur le plan institutionnel. Le cas du racisme systémique est un très bon exemple. On se retrouve en fait dans un scénario où, et le Québec là-dessus n'est pas
pire que les autres, même si parfois j'aurais tendance à le croire, mais on fait comme si le problème résidait dans le comportement des individus, alors que ça n'a absolument rien à voir, ou alors c'est secondaire. Le problème du racisme, de la même façon que le problème lié au comportement des individus face à la pandémie, relève finalement de structures institutionnelles. Et c'est sur ça qu'il faut faire des efforts. Alors le problème, c'est que les gouvernements en ce moment et les autorités publiques et privées ne vont pas dans ce sens-là. Chacun cherche son intérêt et les gouvernements se comportent comme en fait, de grandes corporations. Alors qu'est-ce qui reste, à mon avis? Eh bien, il reste l'action des groupes militants. Et les groupes militants peuvent faire énormément de choses. J'ai été président de la Ligue des droits et libertés. Je termine à peine mon mandat dans les derniers jours, mais il y a d'autres organisations. Il y a le monde syndical, il y a le mouvement, ici, il y a un mouvement antiraciste formidable. Il y a des équipes de travail extraordinaires qui font des choses merveilleuses. Et ça donne sens à une citation. Alors, on a parlé d'Angela Davis. Moi, je vais reprendre une citation du philosophe Cornel West que j'aime beaucoup, qui, en gros, dit « Ce n'est pas l'espoir qui mène à l'action, mais l'action qui mène à l'espoir. » Donc, dans mes moments les plus sombres, je regarde ce que font d'autres personnes au sein des communautés et qui s'activent à maintenir en place malgré tout les droits sociaux, à lutter pour les droits sociaux, et là, je place mes espoirs. Donc, pour conclure, je dirais que est-ce qu'on a des chances que ces mesures soi-disant exceptionnelles demeurent? Je ne sais pas, en raison du travail des militants et des militantes. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que je vois de plus en plus les institutions privées et, disons, des gouvernements se comporter de façon extrêmement déférente, comme si elles étaient au service de ces corporations privées. Et cela, en fait, ça augure très mal pour la suite des choses. Alors que nous aurions une occasion exceptionnelle. Nous aurions une occasion parce qu'il y a une nécessité, il y a vraiment une nécessité à transformer les choses. Malheureusement, rien n'indique que, du point de vue du gouvernement ou des institutions privées, nous allions dans ce sens. Alors, il s'agit de questions fondamentales chez les institutions. Margarita Garcia, alors parlons un peu de l'avenir dans ce plan. Vous avez publié en mai un article qui propose de distinguer deux façons de concevoir le processus de réforme de droit. Un processus de réforme qui serait enraciné dans la tradition, un autre processus que vous appelez générative ou transformatrice, qui demande précisément le courage de proposer un idéal utopique. Covid, d'après vous, nous dirige vers quel modèle? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question importante. Puis j'espère qu'il n'y avait pas une attente à ce que je sois en désaccord avec Christian, parce que je suis vraiment en accord et les recherches dont je vais parler abondent en fait exactement dans tout ce que vous venez de dire. Il y a une synthèse entre les deux, vraiment. Oui, non, vraiment. Puis je vais juste préciser à travers mes propres recherches qui sont arrivées un petit peu à des résultats qui, je ne pense pas que vous allez être choqués avec ces idées. C'est un petit peu, je dirais, bon, petite introduction. En neurosciences, il y a des recherches hyper intéressantes en ce moment. On a découvert quelque chose d'extraordinaire appelé la neuroplasticité. Un peu de mots, ça veut dire que ça réfère à la capacité du cerveau de s'auto-transformer, de créer des nouvelles connexions qui amènent à des nouvelles manières d'agir et de faire. Et par analogie, je dirais que nous avons besoin de prendre la mesure de notre capacité de plasticité sociale où vraiment de façon collective et non individuelle. Il faut formuler les problèmes de façon collective et il faut penser la solution de façon collective. Mais prendre la mesure qu'il y a un monde à inventer, que nous pouvons vraiment créer un monde plus respectueux des droits de la personne et créer des nouvelles habitudes de pensée et d'action par rapport à une plus grande protection des droits des personnes vulnérables. Alors, dans mes recherches avec Richard Duby surtout, mais avec Alvaro Pérez depuis des décennies, on a interviewé des juges et des procureurs de la couronne dans plusieurs pays du monde et on avait un gros énigme. On se disait, comment se fait-il qu'on ne réussit pas à réformer le droit des peines? Donc, il y a plein de réformes qui amènent à pas grand-chose, jamais. Et on se disait, où sont les obstacles à l'innovation? Et donc, on s'est vraiment rendu compte que la non-inventivité, l'immobilisme en matière de droit des peines ne pouvait pas être attribué aux acteurs judiciaires, ni aux juges, ni aux procureurs de la couronne. Il s'agit en fait d'un problème culturel très complexe, très profond,
et qui est relié à notre façon de concevoir même les processus de réforme et de concevoir la punition aussi. Et donc, on a distingué deux manières de concevoir les processus de réforme, ce qu'on a appelé la réforme par contraste. Les réformes par contraste, elles sont vraiment, disons, elles se caractérisent parce qu'elles sont faites à partir d'un passé donné. Donc, on est dans le monde d'apporter des correctifs, des mesures qui vont remettre un petit peu d'équilibre quelque part. Donc, elles fonctionnent par des changements ponctuels pour éliminer des incohérences, par exemple, mais on est tout le temps dans l'espace du un peu mieux, un peu plus, un peu différemment, mais sans aucun changement de paradigme, aucun changement vraiment transformationnel, aucune évolution. Et nous avons distingué donc une réforme transformatrice qui n'agirait pas du tout comme ça, qui laisserait le passé dans le passé et qui est vraiment pensée en termes de, bon, qu'est-ce qu'on veut? Dans 10 ans, on veut se réveiller dans quel type de monde, avec quel type de peine, avec quel type de système pénal, avec quel type de personnes, de système de santé, etc. Et donc, on commence à agir et à proposer des mesures en raison d'un futur créé, détaché du passé, détaché de la tradition et vraiment orienté par un idéal utopique qui est orienté par le désir de transformer le monde pour le rendre plus juste, plus équitable, plus égalitaire. Et donc, c'est vraiment le critère de la réforme transformatrice, il n'est pas du tout individuel, il passe par la désirabilité de solutions collectives et vraiment la potentialité de notre imagination. Notre imagination est vraiment la seule chose nécessaire pour créer ce type de réforme. Est-ce que j'ai le temps juste de raccrocher tout ça à la prison? Parce que votre question est vraiment très importante, Robert. La COVID nous dirige vers quel modèle? Je pense que c'est super important de se dire que la COVID ne nous donnera aucune direction à l'égard de la façon dont on va transformer les institutions ou non. Cette direction, elle doit venir de nous, elle va venir de notre travail critique, de notre action engagée, de notre leadership, mais elle ne va pas venir de la COVID. La COVID est une situation qui ne nous dit pas où aller. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert une brèche. Donc, il y a des moments dans la vie des systèmes sociaux où il y a des points de bascule. Quelque chose arrive et on entrevoit la possibilité de changement, de transformation, de faire les choses autrement. Par rapport à la prison, j'ai assisté à quelque chose que moi, j'avais jamais vu de mon vivant, c'est-à-dire des décideurs qui ont dit, s'il vous plaît, réduisez tout de suite, augmentez les remises en liberté, arrêtez les arrestations, il faut éviter d'envoyer des gens en prison parce que c'est vraiment des places de contamination extrême. Moi, je n'avais jamais vu. Qu'est-ce qui est nécessaire ici? C'est vraiment de transformer. Il faut éviter de faire de ça une espèce de humanisme, one-shot humanisme pour répondre à une situation exceptionnelle, pour le transformer vraiment dans la façon normale, ordinaire, pour créer une nouvelle rationalité autour du droit de punir, où vraiment on utilise la prison comme un dernier recours. C'était par ailleurs une des prémices du droit pénal moderne, mais nous n'avons jamais été modernes par rapport à cette consigne. Donc, est-ce qu'il y a ici un potentiel de refaire complètement quelque chose qu'on devrait être en train de faire depuis 250 ans au moins? Oui, mais ce n'est pas la situation qui va nous donner ça. C'est nous qui devons transformer les façons de faire et de penser et d'agir par rapport à la prison. Alors, question de saisir individuellement la responsabilité collective pour apporter vos deux idées ensemble. Christian Nadeau, finalement, vous avez noté qu'en menaçant les droits des populations vulnérables, la pandémie n'est pas exceptionnelle, qu'elle amplifie une situation antécédente. Mais il me semble quand même qu'on est plus près aujourd'hui de noter publiquement, comme on fait aujourd'hui dans ces discussions, les manques de droits pour, par exemple, les travailleurs précaires, les sans-abri, pour les communautés racialisées, pour les prisonniers. Un tel dialogue n'existait pas de la même manière il y a même 2-3 mois, ou au moins c'est mon impression. Est-ce qu'on est plus prêt maintenant à corriger ces manques de droits de manière soutenable? Écoutez, c'est une question que je me pose tous les jours parce que, évidemment, lorsqu'on milite pour les droits humains, on espère que les progrès soient possibles.
Et le problème, en fait, c'est qu'ils sont difficiles à identifier. C'est-à-dire que oui, on voit bien que certaines choses, la population en a davantage conscience. Je vais donner un cas, par exemple, le cas des travailleurs et des travailleuses de la santé, qui sont largement des personnes immigrées, d'immigration relativement récente. Et là, tout à coup, on s'aperçoit en fait que des secteurs qui sont extrêmement vulnérables, de la population qui sont extrêmement vulnérables, sont en fait au premier rang des luttes contre la pandémie. Donc là, tout à coup, il y a comme un discours de la population, des médias à cet égard. Par contre, c'est quelque chose qui s'est évaporé très rapidement. C'est-à-dire que c'est comme si cette préoccupation n'était plus tout aussi centrale. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. Comme le disait Magdarida tout à l'heure, c'est qu'il y a des élans de sympathie, mais encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des élans individuels, mais qui ne mènent à rien de structurant sur le plan collectif. Moi, ce que je remarque, en fait, c'est que les vraies réponses auxquelles nous avons assisté ces derniers mois viennent de groupes qui, en fait, n'ont pas changé leur ligne d'action depuis des années. Ce sont des groupes qui continuent à se battre pour les mêmes questions, pour les mêmes droits, qui continuent à faire les mêmes actions et qui, bien sûr, doivent les adapter dans les circonstances, mais les objectifs demeurent exactement les mêmes. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément de réponse, je dirais, c'est le regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Alors, je suis d'accord avec vous, nous pourrions avoir l'impression que les choses se modifient, que le discours, comment dire, que la société est plus perméable, qu'il est possible d'avoir un discours sur un certain nombre d'enjeux sociaux qu'il n'était pas possible d'avoir auparavant. Prenons par exemple la question autochtone. Bien sûr que les choses ont changé depuis Idle No More. Il y a une possibilité d'écoute au Québec, par exemple, qu'il n'y avait pas auparavant. Par contre, ce que je peux voir, c'est que de la part des communautés blanches, en fait, de la part des gens qui, comme moi, occupent une position majoritaire à l'intérieur d'une société, ce qu'on voit, en fait, c'est à quel point nous sommes incapables d'une réflexion autocritique sur nous-mêmes. Par exemple, nous avons regardé la situation aux États-Unis, nous avons été horrifiés de ce qui se passe aux États-Unis, mais nous ignorons les mêmes réalités commises sur les peuples autochtones et sur les communautés noires au Québec et ailleurs au Canada. Faisons comme si c'était un monde qui existait aux États-Unis et qui n'existe pas ici, alors que le racisme systémique et la violence policière est tout aussi présente. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour parler non seulement du milieu blanc qui est le mien, façon de parler, parce que mon milieu est quand même assez diversifié, mais pour parler de la position qui est la mienne, ce que je vois, c'est qu'au sein même des universités, il est extrêmement difficile de faire valoir un discours sur les inégalités sociales. J'ai énormément de collègues qui travaillent en philosophie politique, en sociologie, en sciences politiques et qui ne parlent que d'égalité, mais qui sont incapables de voir les inégalités qui sont devant leurs yeux. Alors, lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire appel aux communautés universitaires pour leur dire que nous devrions appuyer, par exemple, des mouvements pour définancer la police, alors on voit des groupes tout à coup se mobiliser. Mais lorsqu'il s'agit de faire un appel et de dire qu'il y a un sérieux problème par rapport au recrutement, par rapport au projet de thèse, par rapport au postdoc, toute la question des personnes qui sont racisée et minorisée à l'intérieur des universités, celle-ci est complètement écartée. Alors, je suis scandalisé de voir à quel point des gens qui ont des bonnes âmes sont incapables de voir et se ferment littéralement les yeux sur des réalités qui sont les leurs devant leurs propres yeux. Merci beaucoup, Christian. Appel profond et important à nous tous. Merci à vous aussi, Margarida. Alors, je passe immédiatement à Carlo. Vos impressions? Alors, oui, merci beaucoup, Margarita, Christian et Robert pour une discussion assez riche. Évidemment, les mots de Christian, je pourrais les dire aussi avec autant de force. C'est une réalité que l'on voit au sein de l'université, c'est une réalité que l'on voit dans nos différentes institutions. Et aussi cet appel à la transformation, cet appel à un changement structurel qu'a lancé Margarita, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on voit absolument aujourd'hui. Alors, j'ai 4 minutes 30 secondes pour mon commentaire. Ce que je vais proposer de faire, c'est de passer à l'action. Je vous invite pendant 30 secondes à observer 30 secondes de silence à la mémoire de tous ces Noirs qui sont tués par les institutions blanches telles que la police, telles qu'on les connaît,
et à la mémoire de tous ceux qui nous ont permis, par exemple, qui m'ont permis à moi, particulièrement, un homme noir d'Haïti, de pouvoir être aujourd'hui dans une institution aussi blanche que mon université ou d'être un boursier Trudeau. Donc voilà, donc on observe 30 secondes de silence à la mémoire de ces gens et je reprends mon commentaire juste après. Ok, parfait. Donc, du coup, je pense, voilà. Donc, du coup, il me reste 3 minutes et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Merci d'avoir observé ce moment de silence. C'est un moment de silence qui n'est pas tout simplement un moment de silence symbolique, mais c'est un moment de silence qui invite à la réflexion sur ce que c'est qu'aujourd'hui que de militer pour des questions de droits humains, ce que c'est qu'aujourd'hui que d'avoir des institutions qui promeuvent justement le respect des droits et justement tout ce que Christian vient de dire, cette dichotomie, cette contradiction, ces tensions que l'on voit souvent entre tous ces actes militants que l'on fait en dehors de nos institutions, mais quand il s'agit d'être dans nos institutions pour les transformer, pour les changer radicalement, pour pouvoir inclure les gens, pour pouvoir inclure des communautés qui ont été marginalisées, qui ont été opprimées et qui ont été exclues pendant des années, on sent que ces efforts-là, ils sont difficiles. Donc, je vais vous lire rapidement en 2 secondes un texte qui va être publié ce week-end et qui est en lien avec ce que Margarida et Christian ont dit. Alors, ce texte, c'est un texte qui appelle, en tout cas qui lance un appel à la nécessité de penser le monde d'après la pandémie de façon plurielle et intersectionnelle. Alors, depuis le début de la pandémie, nous avons constaté comment les inégalités multidimensionnelles qui existaient déjà dans le monde ont été mises à nu par le Covid-19. Alors que les disparités ethno-raciales, particulièrement qui touchent les Noirs, et d'âge, qui touchent, comme on le sait, les personnes âgées, sont la cause directe d'un grand nombre de décès liés au coronavirus en Amérique du Nord. Le statut d'étranger des résidents temporaires, tels que les travailleurs agricoles migrants, les anges gardiens à Montréal, tels qu'on les connaît, et les étudiants étrangers, a exposé leur situation précaire au Canada et au Québec, tout en limitant leur accès aux mesures de secours qui sont disponibles pour les citoyens canadiens et résidents permanents du Canada. S'il y a une leçon à tirer jusque-là, c'est que ces inégalités, qui sont structurelles et systémiques, nécessitent que nos gouvernements et sociétés civiles adoptent une vision plurielle et intersectionnelle pour penser le monde post-pandémique. Alors, une vision étatique plurielle, ce que c'est, je le dis en 2 secondes, une vision plurielle, c'est une vision qui se base sur une pluralité de façons de penser et de façons d'agir. Et ça rejoint ce que Margarida a dit tout à l'heure. Il faut qu'on se permette de penser différemment de ce qu'on a toujours pensé dans le temps. On sait que nos lois, on sait que nos institutions ont été créées par des hommes, par des êtres humains, et la plupart du temps, surtout dans le monde occidental, c'est des hommes blancs qui ont créé ça avec une vision du monde qui est hyper centrée sur leurs intérêts, comme on le sait, hein, des intérêts impérialistes, des intérêts colonialistes, des intérêts d'extraction de biens, de terres et des intérêts de domination. Et aujourd'hui, l'appel est lancé justement à ce qu'on change ces façons de penser pour inclure et intégrer d'autres façons de penser de personnes dont les intérêts sont différents, de personnes qui veulent justement changer la réalité de ces communautés. Donc, un mot de plus sur la vision plurielle. Une vision plurielle du monde doit tenir compte de l'effet dévastateur des politiques d'immigration d'État, telles que les déportations et le traitement différentiel, voire inhumain des résidents temporaires, des demandeurs d'asile et d'autres personnes migrantes dans la lutte contre la propagation du virus. En effet, le confinement forcé des personnes étrangères dans les avions de déportation ou dans les fermes agricoles dans des conditions inhumaines est l'un des axes que les États doivent repenser dans leurs mesures de réponse à la pandémie. Alors, non seulement il faut avoir une vision plurielle du monde, mais il faut aussi avoir une réponse intersectionnelle de la société civile. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les changements doivent être structurels et systémiques.
Mais aussi, on sait très bien, et je pense que Margarida l'a dit dans ce qu'elle a appelé réforme transformative. Donc, si on n'a pas un changement au sein de la société civile, un changement de nos façons de penser, de nos façons de faire, un changement dans notre façon de voir le monde et de vivre dans le monde, ces changements structurels et systémiques vont avoir du mal, justement, à être mis en place. Alors, la vision plurielle de l'État doit être accompagnée d'une réponse intersectionnelle de nos sociétés civiles, s'inscrivant dans le cadre d'une citoyenneté responsable. Cela est impératif pour comprendre comment nos caractéristiques sociodémographiques, telles que la race, telles que le revenu, le genre, la sexualité, la nationalité, le type d'emploi, le lieu de résidence, la langue parlée, l'affiliation politique, entre autres, conditionnent nos perceptions du monde ainsi que nos actions en tant que citoyens. Donc, une telle réponse, la réponse intersectionnelle de la société civile, sera vitale pour rendre nos États responsables de leurs promesses de changement post-pandémique. En effet, l'histoire humaine nous a montré que les transformations sociales ne viennent pas seulement de la promulgation de nouvelles lois et de politiques publiques, mais d'un changement culturel profond des façons de penser, de faire et d'agir. Donc, pour répondre aux grands défis post-pandémiques, l'heure n'est plus à la tenue de discours politiquement corrects par nos gouvernements et nos institutions, y inclut nos universités, les différentes agences qui nous donnent des fonds pour nos recherches. Et c'est parce que le plus souvent, ces discours-là, on sait qu'ils n'aboutissent pas à grand-chose. Donc, dans les changements post-pandémiques, on doit rigoureusement et scientifiquement confronter les discours visant à nier les conditions structurelles et systémiques qui marginalisent certaines catégories de nos populations, notamment les Noirs et les Autochtones, et aussi d'autres personnes jugées, personnes de couleur. On doit aussi montrer comment ces discours privilégient aussi le statut et les conditions de vie d'autres catégories de personnes, en l'occurrence les classes blanches dirigeantes. À cet égard, la période post-pandémique ne doit pas être encombrée de décisions palliatives temporaires, comme on l'a pu voir, des décisions qui sont teintées d'opportunisme, mais de changements structurels et systémiques. Notre réponse post-pandémique doit céder la place à des conversations inconfortables sur le racisme systémique et institutionnel, tel que le racisme anti-noir, qui imprègne tous les différents aspects de nos vies. Pour apporter des changements concrets dans le monde, il est temps que nos gouvernements, mais aussi nous, les membres des différentes sociétés civiles auxquelles on appartient, que nous ayons le courage de regarder nos passés historiques marqués par la colonisation, l'extraction de biens et de terres, l'oppression, l'exclusion et la marginalisation de certains groupes au profit d'autres. Cela est donc une condition sine qua non pour la mise en place des valeurs de vivre ensemble, de justice et de réconciliation. Merci. Merci beaucoup, Carlo, Christian, Margarida. Je vous remercie énormément pour ces discussions non seulement très importantes, mais émouvantes. Et vous nous avez appelés tous à agir, vraiment, chacun dans son propre manière, bien entendu, mais pour avancer en collectivité. Et je vous remercie pour cela. For those of you who are joining us in English and who want to, and this is not, of course, just for those of you who are joining us in English, but for all of you, we're having a second conversation that's now going to be starting in about 15 minutes, where we will be continuing on these themes with Marianne Chambers, who I know has been listening in to this discussion, and with the Right Honorable Beverly McLaughlin, who will also be talking about some of these themes both of them in a slightly different way, but picking up on the discussions that we've been having here. Alors, je vous remercie tous et tous. Si vous voulez prendre 15 minutes pour aller chercher de l'eau ou promener dehors pour un instant, et puis on revient. And in the meantime, I thank you very much. I'm going to assimilate all of this and prepare for the next discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Carlo. Merci, Christian. Merci, Robert. Merci à vous deux aussi. Merci, Robert. Hello, bonjour, welcome back everybody to the second part of today's webinar in the Pierre Elliott Trudeau Foundation series Emergence, and welcome to those who are just joining us now. Je vous rappelle que cette séance est offerte avec traduction simultanée en français et en anglais. Vous pouvez activer cette fonction par le contrôle dans la barre au fond de votre écran Zoom. We're also presenting this session with sign language interpretation. The host of this series is our 2019 mentor, Robert Steiner. Robert is the Director of Global Journalism of the Global Journalism Program at the Dalla Lana School of Public Health Sciences at the University of Toronto. Before handing things back over to Robert, I invite Pascal Fournier, President and CEO of the Foundation, to say a few words.
Merci Tim. Bonjour à tout le monde. Alors, welcome to this special discussion of the Emergence series on human rights, a topic of great interest and relevance, especially now with the systemic racism that we witness all over the world. J'aimerais tout d'abord reconnaître que les bureaux de la Fondation se trouvent sur le territoire traditionnel du peuple Mohawk, un endroit qui sert depuis longtemps aux échanges entre nations. So this series is a very special one for us as we build dialogue and create brave spaces with the outstanding members of our community and the general public. You were numerous to register to this session today. Welcome to all of you. La démocratisation du savoir, elle est essentielle, elle est au cœur de notre mission. Alors, nous sommes particulièrement heureux de créer cette série Émergence. Alors, aujourd'hui, nous discuterons des droits de la personne. La question des droits de la personne a toujours eu une importance cruciale pour la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Ce n'est donc pas surprenant que notre communauté compte parmi ses rangs autant de boursiers, boursières, de fellows, de mentors, dont le travail a contribué et continue de contribuer de façon remarquable à faire progresser les droits de la personne au Canada et dans le monde. Human rights and dignity is one of the four key themes of the Foundation. It has guided who we are and what we do in the last 18 years. Mais pour la Fondation, la protection des droits humains est beaucoup plus qu'un enjeu juridique. C'est une question de justice sociale et de dignité humaine qui traverse, comme nous le savons, de nombreuses problématiques auxquelles nous sommes confrontés comme société. Understanding human rights is a precious tool in demanding social justice and defending human dignity. Mais plus encore, l'engagement envers le droit des droits de la personne constitue en quelque sorte le socle du leadership engagé que nous cherchons à développer chez nos boursiers et nos boursières, puisque c'est d'abord par leur souci pour les droits et le bien-être d'autrui que les leaders engagés pourront engager des changements positifs au sein de leur communauté. Human rights is the window that allows us to see the world and change it for the better, and we are privileged at the Foundation to support the outstanding work of so many change makers. Alors, merci à tous nos invités exceptionnels aujourd'hui. Vous donnez de votre temps pour nous et pour le public. Merci aussi à Robert Steiner qui anime avec brio cette séance. Bienvenue tout le monde. Merci, Pascal. Thank you, Pascal. Welcome everyone to our discussions about how we're going to emerge from this COVID crisis, how we should think about reopening a very changed world. We're going to turn today to the world of rights. When we started planning these discussions a couple of months ago, during some of the darkest times at the beginning of the pandemic, we figured that by now we'd be entering a world where Canadians were prepared to give up many of their rights, rights to mobility, to privacy, to free association, and even actually to free speech in order to fight COVID. And we still are, of course, talking about contact tracing apps that would sit on our phones, that would give our governments the kind of surveillance power we'd only ever imagine in places like East Germany. And then George Floyd was killed. And in the past month, it seems that the rights discussion has opened up, actually, more intensively and more intimately than many of us can remember in this country. So now we're suddenly trying to figure out two seemingly opposite things at the very same time. On the one hand, how many of our rights to concede for the sake of public health, and on the other hand, how we can urgently make Canada a more equitable and open country. And to help us think about this, we're very lucky to have three Canadians who've led this country's conversations on rights for decades. Marianne Chambers is a 2018 mentor in the Trudeau Foundation. Hi, Marianne. Joining us, I think, from Toronto. She's a former member of Ontario's provincial parliament, where she served as Minister of Training, Colleges and Universities, and Minister of Children and Youth Services. She's currently a governor of Canada's International Development Research Centre, a senior fellow at York University's Glendon School of Public and International Affairs, and a director of Grace Kennedy Limited, among many other roles she plays. And the Right Honourable Beverley McLachlin. Hi, Beverley. Hi. Hi. Joining us, I imagine, from Vancouver. No, actually from the Gatineau. I'm hibernating here. Nice. Joining us from the Gatineau. Beverley McLachlin is, of course, a former Chief Justice of the Supreme Court of Canada. She retired from the court in 2017, but she has certainly not slowed down. Among many roles that she's currently playing, she's now president of the National Action Committee on Access to Justice. She's also a 2020 mentor in the Trudeau Foundation and a member of the Foundation's COVID-19 Impact Committee. And when the panel discussion is done, Robert Leckie will be offering us a final commentary. Hi, Robert. Morning. In Montreal, I imagine.
Robert was a 2003 Trudeau Scholar. He's now Samuel Gale Professor and Dean of the Faculty of Law at McGill University. His research lies at the intersection of family law and human rights, bearing on access to justice for LGBT communities and more recently, Indigenous peoples. So from Quebec and Ontario, let's jump right in. And let's start actually with a question for you, Marianne. One of the readings that you sent or that you asked our scholars to study before this discussion was a document actually from the Canadian Public Health Association describing what public health professionals, my colleagues, call social determinants of health, the social and the economic factors that influence people's health. This, of course, is the other pillar of public health that we constantly seem to be brushing aside in order to fight infectious disease. It's a classic tension in public health. But if we pay attention to the economic and the social factors that influence people's health, which ones are the ones that you think are most at risk? Thank you, Robert, and hello, everyone. It's a pleasure to be involved in this discussion. I have to say before I get right into Rob's question that while COVID-19 is a new virus, a new mystery to us, racism is not new. Racism has been with us, I would have to say, forever. I think that the George Floyd situation has provided us with such difficult to ignore manifestation of hatred that I had been thinking that COVID-19, nothing else was newsworthy through the months that we have been living COVID-19. But I guess this very vivid manifestation of how people might treat each other in real life is something that we now find ourselves having conversations about that so many people for centuries have been living. So back to your question, there are a lot of people who have reached out to me over the last few months, very kindly, very thoughtfully, asking how I'm coping. And I hear myself responding. It has become something of almost like a form response where I say, I consider myself to be among the more fortunate. Staying home is not a hard, it's comfortable. I have a housemate, my husband, who I actually enjoy, and he enjoys my company. We have food, we have the basic necessities, and more of life. We are retired from our full-time jobs, so we have no jobs to lose. We have access to technology, so we are able to keep in touch with our loved ones, our friends. We can even see them. I'm looking forward to being able to actually hug my family again, but we are able to keep in touch. That in it, what I've just described in it is in and of itself privilege. And when I think about the millions of people throughout the world who are struggling with directives requiring them to stay home and to wash their hands with soap and water frequently and thoroughly, I think of people in high-density living arrangements who are less likely to be able to practice physical distancing. Some of them don't even get to determine who they live with. The rise in the need to support food banks speaks to the reality that people are hurting. They're hurting as they're
precarious sources of income and the ways they have made their livings have, become impossible to pursue under lockdowns and emergency orders. Millions of people have lost their jobs. I even think about our education system in Ontario and teachers being required to support online learning and distance learning, depending on what position you take, only to find that not everyone has adequate access to the internet or to technology. So, some of the simple realities, like using public transit to get around, or even something that many of us might not have thought about before, you cannot drive up to the drive-through window of a fast food restaurant on foot. In fact, there are some people who have tried that and found that that's just not acceptable. I remember a social worker some years ago telling me that some people, the idea of getting a prescription for medications that require them to take the medication 2 or 3 times per day with meals is something that they cannot do. So while we're learning that COVID-19 does not seem to discriminate as to who might become infected, we're also hearing about the disproportionately severe impact that the disease has been having on certain populations, like African Americans. So, roundabout way to getting to your question, Rob, I see poverty as a socioeconomic factor having the most far-reaching influence on public health. Because poverty lies at the root of so many of the inequities that exist, access to adequate housing, access to quality education, proper health care. And because women and people of color and Indigenous people are more often found at the lower economic levels, it follows that they will also be at risk. I would also, in reflecting on some of what we heard in the earlier session, I will also say that there are also the people who seem to have no voice. And so ironically, many of the jobs that are deemed essential during COVID-19 and unable to be carried out under work-at-home arrangements are done by people at lower levels of income. Yet they are the ones who are taking care of everyone else. And many of these people have had their minimum wages temporarily bumped up during the crisis because they're suddenly essential. But they're not doing work that they had not been doing all along. We're just not valuing them. Those temporary increases are intended to be eliminated as the emergency comes to an end, as though their work will no longer be deemed. How would so that? I want to pick up on a couple of, or 3 of the themes that are going right through everything that you're saying, Marianne. A disproportionate impact, the inequitable access to voice in our system, and the institutions that we take for granted under, in other circumstances. And turn it over to Beverly McLaughlin. Beverly, when we speak about these things, of course, that drives us to speaking about courts. And it's quite remarkable that courts and the judicial system seem not to have responded to COVID by shifting online,
in the same way that healthcare has, or even the way that education has, right from kindergarten through to PhD programs, even in some ways that Parliament has, as abridged as Parliament actually is right now. What does this moment tell us about the judicial system in Canada? Well, it tells us that a system that was starved for resources, that has not really, in many ways, embraced modern technology, when a crisis comes, finds itself in great difficulty. I would just make a small correction. I think that after the first shock, when many courts and their administrators and chief judges didn't know what to do, there has been a pretty rapid effort to use technology and other means to fill the gap and to provide justice for a core of cases where it was absolutely urgent. And we have many trial courts, provincial courts, for example, in British Columbia, I'm familiar with, but I'm sure it's happening elsewhere, who've developed a lot of techniques, even pre-COVID, for using technology to deal with bail applications from prisons, for example, to just a whole suite of what you can do. It's not a total solution, but after COVID, courts that hadn't done this were really faced with very few options. So we saw some hearings taking place by video. We saw a lot of telephone intervention between judges and lawyers to try to deal with desperate cases of custody or child abuse. We saw courts of appeal in parts of the country. British Columbia was very rapid to say we're hearing all our cases, regularly scheduled cases, everything on Zoom. And the Supreme Court of Canada is doing the same. So we have seen measures to allow e-filing. The problem is it's going to be very difficult to continue these measures unless the courts get adequate resources, because they haven't really got a technological infrastructure, and they managed to set up a few things and deal with them on a short-term emergency basis. So what it's shown us, I think, is that we have to have a lot more resources. This is a system that was operating on the edge of viability, with backlogs already and many problems, which is why people like me have been advocating for access to justice for almost 2 decades. And it has, slightly been improving, but we haven't been able to budge the needle on getting the resources to provide proper technological infrastructure to allow e-filing, to allow many some matters have to go before a judge in a courtroom, but there's much preparatory work, many motions, many emergency things that can be dealt with in other ways. So this virus has really shown us we have to ramp up our system. We have to spend more on justice. It always takes a back seat at the cabinet tables, provincial particularly, to health and education. But if this country doesn't have a good justice system that can provide people with the justice they need in a timely fashion, and that's everybody, then it's not the country we dreamed of when Pierre Elliott Trudeau, in this context very aptly, talked about a just society. We can't do it. So we have a real task ahead of us to revamp the justice system. I like to think of it in what we can do now. There are things we can do right now. There are things we can do in the short term that might require administrative action, and then there are longer term restructuring. And all of that is necessary. I'm hoping we will be jolted by this virus and this pandemic to start that long needed program. It's interesting that the contrast that you're drawing between not just what Pierre Elliott Trudeau said about justice, but actually what the Constitution says about justice and access to justice, and the actual flexibility and ability of our courts to deliver it under
these kinds of circumstances, or all sorts of circumstances, even in normal circumstances, draws attention to something that Marianne Chambers wrote recently in the U of T magazine, which I happen to see as a U of T community member. And you wrote, Marianne, that there's a tendency to think that because we mean well, whether it's the first Prime Minister Trudeau's statement or the Constitution itself, because we mean well, we will do well. How likely is it, do you think, that we will emerge from this crisis doing well, or at least doing better? There are already signs, Rob, that that there will be efforts made to protect this, and so we might be placing more emphasis on economic factors than social. Let me use childcare as an example. It's ironic that when wise people have advocated for more investment in the provision of accessible, affordable, high-quality childcare, there has been limited recognition of the economic benefits, which are estimated to be in the order of about $7 to the economy for each dollar invested. So you have to wonder why parents have traditionally struggled to find licensed childcare, even going as far as registering their children before they're born in order to hold spots on wait lists. As Minister of Children and Youth Services, I heard otherwise thoughtful people being critical of childcare, referring to it as institutionalizing the care of children, a role which should be reserved for parents. This, even as the social aspects of early learning have been recognized as providing a very strong foundation for the development of children. I should also note that that lack of access to reliable childcare has long been known to be the #1 barrier to women being able to be in the workforce. With COVID-19 causing essential workers to be required on the job, taking care of the rest of us, some centers were open for the children of those workers with mixed results. Some childcare workers in centers tested positive for the virus. Some centers had to be closed. Now, as there's pressure to reopen the economy and get people back to work, the childcare sector has found itself under pressure and is asking for more time to properly prepare for the safe reopening of childcare. Childcare is now being recognized as essential in order to help get the economy back on its feet. So I have not yet heard that there will be new investments to support increased availability of and access to licensed childcare. I also remember that childcare advocates warned me about for-profit childcare providers. And I've thought about that while reading about the horrific conditions in some for-profit long-term care homes, where staffing levels have been reported as being 17% lower than in for-profit. So while policymakers might mean well, some public policies might work a lot better for some sections, some sectors of society than for others. And it is worth considering that when dominant economic interests rule the way we live, policies and priorities are sometimes developed without adequate consideration of the social implications. So one of the realizations for me is that
institutionalization of public policies and how they are implemented is all within the control of people. Perhaps we think of systems as the problem, but we should always remember that these systems are created by people, people eager to protect what they deem to be the good for everyone else. But that determination is based on their experience and their view of life. And if we are to emerge from this crisis in better shape than we were before the crisis, we will need to have a reckoning of what we have traditionally valued and undervalued. I think we're going to have to commit to living our lives in a way that allow others to live theirs. I want to pick up on that, Beverly, and ask you a similar kind of question. So as I mentioned when we started planning for these conversations, it seemed that Canada's rights culture was in a very sharp and sudden retreat. We were all preparing to accept a strong surveillance state to stop the spread of the disease. Discussions about reconciliation with Indigenous peoples, just as one example, seem to have come to a complete halt. The last 3 weeks and I don't want to have rose-colored glasses about this, but it seems to have opened up a conversation about rights that is deeper, that's more intimate, that touches on more elements of daily life than I think I've ever seen in this country. And it's like things have swung very quickly from unprecedented risk to unprecedented possibility, but I'm not sure what to believe about where we actually are now. Where do you think we are in the rights conversation at this stage? Well, I don't think we ever gave up rights. People talk about giving up rights, but the conception under our Charter of Rights and the conception in most democratic societies is that rights can never be absolute, but you have to maintain them insofar as you can. There are always, whether it's free expression or my liberty to do what I want to do, there are always opposing public interests. None of us can, if we feel like going out and shooting someone, we shouldn't do it. We don't have that right. We don't have a right to always say what we want to say. If it's hate speech, society imposes limits. So what we need to start with is a conception of rights as vigorous and strong and not to be sacrificed, but to be modulated where it is shown, and this is very important, to be justified in the public interest. So this is always available, this right to limit rights when the public interest requires it is available under our Constitution and under the Charter. But that limitation has to be shown to be justified, and it has to be shown to be proportionate. So you have this tension between the public interest and individual rights. Now, COVID comes along and it shifts what can be justified. I used to cross from Ottawa into Quebec without any encumbrance. Suddenly, in the interests of preventing the spread of COVID, I could not do that. That affected my mobility right under Section 6, but I didn't lose that right. I was quite happy to allow it to be limited or curtailed because there was at least some justification in this emergency situation for doing it in the public interest. So I think we didn't lose our rights. We hope that they come back as much as we can as we open up and as we are allowed to do that. But we always have to accept, as rights-bearing individuals, that the rights are sometimes necessarily limited in the public interest. So that's how I saw the whole COVID limitation, not a loss of rights, but a greater intrusion, which we must be very careful. Sometimes these intrusions can be made permanent. And we have to remember the justification piece. It can be permanent only as long as it's shown to be justified. And then suddenly we have this explosion of concern about
racial discrimination, particularly in the United States, but in Canada too, be it the Black Lives Matter movement in the United States, and we have equivalent here, and we've been caused to re-examine our relationships with other races, Black people, and with Indigenous people. And suddenly it seems to me that people are taking this really seriously. It was as if we all knew that these problems existed and they were much discussed. But what's shifted in the last few weeks has been, particularly in the United States, when you look at the polls showing that attitudes have changed. Many, many more people now are saying this is a big problem, bigger than COVID. That wasn't happening in the past. So suddenly it's as though the stresses of COVID and other unravelings in our society, economic, whatever, have shown us the fault lines in our social structures, in our society, and suddenly fault lines that we were driving over every day and not really experiencing, well, it's a bump here, but we have to live with it. We're not doing much about it. Suddenly we say, these are really serious. As we move on, which we will, we have got to take these things seriously. So I think we'll see many people taking their rights very, very seriously as we move out of this time of unraveling, this unsettled time that has not only caused us to rethink our economic vulnerability, where we're going in terms of society, but or our health, but going further, we're really looking at things critically. We've been shaken up. There's that trite term. Someone is shaken up and they come to a new realization. I think that's happening on a collective level. So I'm optimistic for rights. I think they matter more than ever. And I think we will see people saying, I'm entitled to my rights unless you can justify taking them away. Beverly, Marianne, thank you very much. And let me go right away to Robert Leckie. What are your impressions of the conversation? Well, it's a great pleasure to be here, and I'm really honored to have a moment with such distinguished panelists. It's a really apt moment to be discussing these issues. Just this morning, I wrote to my fellow law professors in our faculty, inviting them to be thinking, as we look to September, what are returning law students and new law students going to be seeking from us in this moment? They'll have very stark issues of inequality in their minds. And I think whether you're teaching contracts or torts or property, I think it would be a huge mistake for us to sort of resume as if things were not, had not come up to the surface more than they often have. A couple of quick comments about the discussion. Marianne Chambers reminded us that racism wasn't new, and that the issues that are getting perhaps more public attention than they have typically have been around for a very long time. I think there's a real risk in people sort of treating something as new. 2 years ago, cultural appropriation was treated as a new debate in the Francophone media in Quebec. People have been thinking about it for years. The inequalities laid bare by COVID have been experienced in very concrete ways by a lot of people for a long time, as has anti-Black racism. And so people have been living in these issues for a long time. And the very idea of who's shaken up now, I mean, who wasn't already shaked on a daily basis? And to sort of, at times there's a kind of nostalgia. People want to get back to the normal from before COVID. Well, the normal before COVID was very unequal, depending where you were, what kind of work you were doing. And so I think it's interesting to be careful as we make comments around that. Beverly McLaughlin rightly points out that the justice system, parts of it have responded during the shutdown. I think the Quebec system has been particularly slow, but people are finally doing things in new ways. And I think there's potential for access to justice to be improved in a number of perhaps enduring ways afterwards. Maybe people will spend less money on travel, getting to participate in proceedings than they would have in the past once we realize it can be done online. And she mentions the lack of resources, and she, of course, has been a forceful advocate for greater resources for the justice system for a long time. What I think is interesting when you bring the two conversations together is to remind ourselves
which are the sites in which human rights can be addressed. And so the courts can deal with certain kinds of rights. They can help us protect civil and political rights, although even then there are serious access to justice problems. The burden on the claimant is very difficult. It's very hard to make out an equality claim under the Canadian Charter. But the things Marianne Chambers was mentioning are matters of socioeconomic rights, and the courts aren't doing much to help us with those. Poverty, policing, the immigration status of essential workers, lack of housing. These are not the things that even improved court systems are going to fix for us. And so I think we need to remember that it's up to all of us collectively to take a very broad view of human rights and to demand action from multiple forums. So we keep our eyes on the judges and the lawyers there, but we also have to be demanding a lot consistently from our legislatures. And we have to be telling our legislatures that even as there may be interest in having, an economic recovery, it's not going to be good enough to dump all the resources into the construction industry and infrastructure projects. We need to be looking at some of the basic needs for people. And so I think human rights need to be thought of very broadly, and I think we all have a big responsibility there. Robert, thank you very much for wrapping that up. It's interesting as you pull this together here, I'm also being prompted to pull this together with the earlier conversation that we had with Christian Nadeau and Margarita Garcia in the French chat that we had this morning. And really, it sounds trite, but it is anything but trite. The message that is coming across from all of this for someone who is not a lawyer and whose interactions with rights is more as a journalist, is that we each have, this is a calling to individual action in the collective interest. Again, it sounds trite. We've been saying those words before, but one of the things that came across in that conversation, and I'm hearing echoes of it here, is that we could act individually and forget the collective responsibility and think that in our own relationships it's enough and it's not enough. Or we could think of this strictly collectively and not change our own individual relationships, and that's also not enough. So it's actually a matter of putting the two of them together and using this moment to remember where we stand. And that I suppose the corollary of human rights is the human responsibility we have to participate and broaden and enrich those rights in our own daily work. So without getting on with that, because you've articulated it all, three of you, much better than I could, thank you very much for this conversation. The scholars, you guys all know that you're going to be joining together, I think you have the time, I'm probably going to get it wrong, I think it's 1 o'clock for a debrief conversation. Some of the participants in these panels may be attending that. But for all of you, please know that this is just the beginning. This is our second of a series, so we're going to be continuing on and talking about different dimensions of our emergence from COVID in the series to come, including Indigenous issues and Indigenous rights in this country, gender issues and the gender dimension of this crisis, and the arts, and how this is shaping our conversation about culture in Canada and around the world. So thank you very much. I hope that you have a nice day, and that before we start off again in the smaller sessions, people, if you are in a part of the country where the weather is good, have a chance to step outside, look at the sky, and breathe some fresh air, and be kind to each other. Thank you, and stay well. Thank you. Thank you. Bye.